vessie. Durant cette conférence, on va essayer d'atteindre les objectifs suivants, à savoir connaître les signes cliniques devant faire rechercher une tumeur de vessie, devant quels signes, devant quels symptômes, quels signes d'appel on devrait évoquer la tumeur de vessie. Par la suite, savoir orienter et ordonner les examens complémentaires conduisant au diagnostic de cette tumeur de vessie, ainsi que de connaître les grands principes du traitement et du suivi d'un patient présentant une tumeur de vessie, quel que soit son stade ou son type. Là, c'est le plan sur lequel on va travailler. On va commencer par un petit rappel anatomique. Vous savez que la vessie est située dans l'hypogastre. D'accord? Donc, on a l'urtère, les deux urtères qui vont se déverser dans la vessie à travers les méas urétéraux ou orifices urétéraux au niveau du trigone vésical. On l'appelle trigone parce qu'il est en forme de triangle. Le col vésical, donc les urtères vont se déverser dans la vessie qui par la suite seront éliminées par l'urètre. Donc la vessie est un organe qui permet le stockage des urines entre deux mictions. Là, c'est un autre schéma de la vessie où on voit clairement les deux méas urétéraux ainsi que la muqueuse vésicale, le muscle vésical qu'on appelle le détrusor en matière de vessie et l'adventice. Schématiquement, la paroi vésicale est constituée d'un urothélium. Pardon, je vous prie de m'excuser, à quelqu'un qui a activé le micro, c'est un peu désagréable. Donc je vous prie de désactiver vos micros. Là, c'est la lamina propria, le muscle vésical qu'on vient de décrire et qui est le détrusor, la séreuse, c'est l'enveloppe de la vessie, entourée par la graisse vésicale. Pourquoi on parle de tout ça? On va voir par la suite. Encore une fois, je vous prie de désactiver vos micros, s'il vous plaît. Une fois on sait c'est quoi la vessie et de quoi est composée sa paroi, on va aborder la définition. Donc, les tumeurs de vessie, ce sont des tumeurs développées aux dépens de la paroi vésicale, donc aux dépens de cette structure. Il s'agit dans 90% des cas d'une tumeur urothéliale qui atteint l'urothélium. Au moment du diagnostic, on distingue les TVNIM. C'est quoi? C'est tumeurs de vessie non infiltrant le muscle. Ça représente 70% des cas au moment du diagnostic. Ou bien, à un degré moindre, à 25% des TVIM, c'est quoi? C'est une tumeur de vessie infiltrant le muscle. Donc, ce qui définit la tumeur de vessie, c'est le fait qu'elle soit superficielle ou profonde. Superficielle, c'est une tumeur qui n'atteint pas le muscle, donc qui se limite à l'urothélium et à la lamina propria. Une tumeur profonde, c'est une tumeur qui va atteindre le muscle. C'est une tumeur infiltrante. Donc, on a les tumeurs infiltrantes et les tumeurs superficielles. Et bien sûr, le troisième type, c'est les tumeurs de vessie métastatiques. Ça veut dire quoi? Que c'est une TVIM qui est partie au-delà de la vessie. Elle est métastatique. Les deux principales caractéristiques de la tumeur de vessie sont la récidive et la progression. Ça veut dire quoi? Qu'une tumeur de vessie, une fois diagnostiquée chez un patient, elle a tendance à récidiver dans le temps. L'intervalle, peu importe, de l'ordre de quelques mois à quelques années, mais elle est très récidivante. La progression, c'est quoi? C'est que supposons qu'on a une tumeur de vessie superficielle, elle aura toujours tendance à être infiltrante, à progresser vers les couches profondes de la paroi vésicale. Donc, on a fait le tour des définitions. Maintenant, pourquoi on va étudier cette tumeur de vessie? C'est quoi l'intérêt de cette question? C'est quoi l'intérêt de ce cours? Sachez qu'en matière de fréquence, c'est le deuxième cancer urologique après celui de la prostate qu'on a vu la dernière fois. En matière de diagnostic, il peut être clinique, évoqué devant une hématurie qui est le principal signe d'appel. Donc, devant toute hématurie, gardez à l'esprit l'éventualité d'une tumeur de vessie qu'il faudrait éliminer par une échographie. Les examens paracliniques, représentés par la cytologie urinaire, l'échographie et la cystoscopie. Ces examens, on va les détailler un peu plus bas. Le traitement de cette tumeur de vessie.
La RTUV. Qu'est-ce que la RTUV? C'est la résection transurétrale de vessie. Ça veut dire aborder la vessie d'une manière endoscopique et réaliser une résection de ces bourgeons. Ne vous inquiétez pas, on va détailler tout ça. Elle constitue l'étape initiale du traitement. Notre traitement peut être de différents types. Il peut être soit conservateur, c'est-à-dire on va conserver ce réservoir urinaire constitué, représenté par la vessie, si la tumeur n'est pas infiltrante. On peut être conservateur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des RTUV plus des traitements adjuvants endovésicaux. C'est ce qu'on va voir par la suite aussi. Le traitement, dans le cas contraire, si la tumeur est infiltrante, il ne peut être que radical. C'est la cystectomie, la cystoplastie et les dérivations urinaires. Hélas, malheureusement, dans les cas tardifs, le traitement ne peut être que palliatif si la tumeur de vessie est métastatique. Elle est diagnostiquée au stade de métastase. Son pronostic, il dépend de la clinique que présente le patient. Est-ce qu'il a des signes d'appel de métastase? Est-ce que l'hématurie est abondante? Est-ce qu'il y a un retentissement de cette hématurie? Du type histologique, du stade tumoral. Le stade, c'est infiltrante ou superficielle. Du grade, haut grade ou bas grade. Et de l'évolution. Les récidives, la fréquence des récidives et l'intervalle entre les récidives. Plus l'intervalle entre les récidives est court, plus la tumeur est de mauvais pronostic. Et moins l'intervalle est rapide, plus l'intervalle est long entre deux récidives, la tumeur est dite de bon pronostic. Sachez que la survie à 5 ans est de 90% pour les tumeurs de vessie superficielles, c'est-à-dire non infiltrant le muscle, et de l'ordre de 45% si la tumeur est infiltrant le muscle. Et malheureusement, que de 10% si la tumeur est métastatique et diagnostiquée au stade de métastase. Ça, c'est l'intérêt de la question. Maintenant, cette tumeur, elle survient. Des études sont menées et qui ont conclu à dénombrer un certain nombre de facteurs de risque. Quels sont ces facteurs de risque? Quelles sont les personnes susceptibles de développer une tumeur de vessie? Donc, il faut savoir qu'on commence par le tabac. Il multiplie par 3 le risque de survenue d'une tumeur de vessie. Toujours, si un patient se présente pour une hématurie, ayez à l'esprit, lui demander, est-ce que monsieur, vous êtes tabagique? Est-ce que vous avez été victime d'une intoxication professionnelle? Vous avez exercé dans les hydrocarbures aromatiques, la plasturgie, la fonderie. C'est quelqu'un qui a travaillé dans une pompe à essence. D'accord? Est-ce que, monsieur, vous aviez des infections récidivantes à la bilharziose urinaire? Ça a été incriminé aussi. Est-ce que, monsieur ou madame, vous avez été sujet à une irritation chronique ou une infection vésicale à répétition? Soit irritation par une sonde vésicale à demeure, soit un sondage vésical prolongé. Ça aussi, ça constitue un facteur de risque de survenue d'une tumeur de vessie. Il faut toujours lui demander, est-ce que monsieur, vous avez pris des médicaments, particulièrement la phénacétine, qui a été utilisée il y a longtemps comme un antalgique, les cyclophosphamide, la chimiothérapie. Est-ce que ce patient a été sujet ou il a subi une irradiation pelvienne? S'il vous plaît, désactivez vos micros. S'il vous plaît. Il y a un fond de bruit même d'une télévision. S'il vous plaît, je vous prie de désactiver vos micros. Vérifiez-les. Donc, on demande à ce patient aussi, ou cette patiente, s'ils ont subi une irradiation pelvienne pour une pathologie tumorale quelconque, pour une néoplasie du rectum, par exemple. Donc, c'est la même sphère. On va lui demander ça. Et toujours, bien sûr, des facteurs nutritionnels sont incriminés dans pas mal de pathologies néoplasiques. Les additifs, les graisses, le café. Et il faut signaler le rôle protecteur des bêta-carotènes, des fruits, de la vitamine C et des végétaux. Ça, c'est en matière de facteurs de risque. Principalement, retenez que le principal facteur de risque d'une tumeur de vessie, c'est le tabac. Maintenant, les circonstances de découverte. Quand est-ce qu'un patient va se présenter à votre consultation pour se plaindre d'une tumeur de vessie ou avec quelle symptomatologie vous allez penser à une tumeur de vessie? Il y a différentes manières. La première, c'est des signes cliniques locaux, représentés essentiellement par l'hématurie macroscopique. Ça veut dire que c'est une hématurie que vous allez voir à l'œil
nu. Si vous allez demander à votre patient d'uriner dans un pot, il vous ramènera un pot rouge, des urines rougeâtres ou brunâtres, d'une couleur du sélecto, par exemple. D'accord? Donc, c'est l'hématurie macroscopique. Elle est souvent terminale, ça veut dire à la fin de la miction. Elle est le signe le plus fréquent et le plus commun des tumeurs de vessie. Elle est parfois responsable d'une rétention aiguë d'urine, si éventuellement il a fait un caillotage. Si il a saigné abondamment au point de constituer des caillots de sang, ces caillots de sang, ils vont boucher ce qu'on a vu tout à l'heure, le col vésical, et engendrer un épisode de rétention aiguë d'urine. Il faut savoir que si on suspecte une tumeur de vessie, il est formellement contre-indiqué de procéder à un cathétérisme suspubien, le cystofix, la cystostomie, parce qu'on risque d'engendrer un essaimage de cette tumeur. Cette hématurie peut être aussi microscopique dans 5% des cas, très rarement. Le patient peut aussi se plaindre de troubles urinaires irritatifs, une impériosité mictionnelle, une pollakiurie, des mictions fréquentes, des brûlures mictionnelles, bien sûr en l'absence d'infection urinaire. Il vous dit, docteur, quand je fais pipi, ça me brûle. Quand vous procédez à l'étude cytobactériologique des urines, le biologiste va vous répondre, oui, docteur, il existe beaucoup de sang dans ces urines, mais il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de bactéries. Donc, c'est une hématurie amicrobienne. Ça fait penser aussi à la tumeur de vessie. Donc, le premier cas, c'est un patient qui vient se plaindre d'une hématurie et de ces signes cliniques qu'on vient de voir. Le deuxième cas de figure, c'est des signes cliniques évocateurs d'extension locorégionale ou à distance. Ça veut dire que c'est une tumeur qui est au stade de métastase. Il ne va pas venir se plaindre uniquement de son appareil urinaire, mais des sites métastatiques, comme l'altération de l'état général, les douleurs lombaires, s'il y a un envahissement du trigone. Donc, les méas urétéraux vont être bouchés. Les urines ne vont pas s'écouler normalement. Il y aura une dilatation pyélocalicielle, un gros rein, des douleurs lombaires. Ça va mimer une colique néphrétique, une insuffisance rénale par envahissement des méas. Et des signes évocateurs de métastase, à savoir les douleurs osseuses. Le troisième cas de figure, c'est la découverte fortuite par une échographie qui est pratiquée dans le cadre d'une autre pathologie. Un patient qui vient pour une colique hépatique, pour une colique néphrétique, pour une colopathie fonctionnelle. On réalise chez lui une échographie. Le radiologue, quand il fait passer sa sonde d'échographie sur la vessie, il découvre un bourgeon. Il vous répond « processus tumoral intravésical ». Ça, c'est la découverte fortuite. C'est un patient qui n'a pas saigné, qui est à un stade précoce. Donc, on découvre cette tumeur d'une manière fortuite. Et bien sûr, dans certains pays, ils procèdent au dépistage individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont cibler les gens qui ont été exposés à des maladies professionnelles, à des intoxications professionnelles, et ils vont cibler, ils vont dépister chez eux l'éventuelle tumeur de vessie. Donc, peut être envisagé en cas de facteur de risque reconnu, à savoir une intoxication tabagique, une exposition professionnelle, par des bandelettes urinaires à la recherche d'hématurie. Si on tombe sur une hématurie, on va pousser les explorations. Autrement, on va laisser ces patients tranquilles. Donc, si on va récapituler, on va essayer de faire comme la dernière fois, si nous sommes devant un patient, le patient qui va se présenter en consultation pour une tumeur de vessie, c'est dans 4 cas de figure. Soit il va s'adresser à vous dans le cadre des signes cliniques locaux en rapport avec l'ammiction, hématurie, impériosité, pollakiurie, bulure mictionnelle en absence de bactéries. Soit c'est un patient qui va venir chez vous se plaindre d'autres sites métastatiques de cette tumeur, soit c'est une découverte fortuite, soit c'est dans le cadre d'un dépistage individuel. Maintenant que ce patient s'est présenté chez moi pour un des 4 motifs, qu'est-ce que je dois faire? Je dois procéder à un interrogatoire. Qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander son âge, ses antécédents. Est-ce qu'il a eu déjà une tumeur de vessie ou une tumeur de la voie excrétrice supérieure? Est-ce qu'il a été exposé à des facteurs de risque qu'on a déjà cités? La date de début des symptômes, est-ce que c'est une hématurie qui évolue depuis 2-3 jours qui ferait évoquer peut-être une simple cystite ou ça évolue dans le temps? Ça évolue depuis des mois avec des poussées-rémissions. Il vous dit voilà l'hématurie vient, ensuite ça part, ça fait évoquer quelque chose de chronique. Donc la présence de signes irritatifs, des signes d'anémie chronique, c'est un patient qui a saigné abondamment et à bas bruit ou depuis longtemps. Donc il y aura une déperdition du capital d'hémoglobine. Donc il y aura une anémie chronique, une asthénie, un essoufflement. Ou bien sûr une altération de l'état général s'il s'agit d'une tumeur
évoluer au stade de métastase. Toujours après avoir suspecté ma tumeur de vessie, après mon interrogatoire, je procède à l'examen physique. Je le mets sur table. Il faut savoir que malheureusement, l'examen physique en matière de tumeur de vessie, il est peu contributif en cas de tumeur de vessie non infiltrante, en cas de tumeur de vessie qui est superficielle. Autre que l'hématurie isolée ou associée à des signes irritatifs, on ne risque de rien découvrir à l'examen clinique. Par contre, en cas de tumeur de vessie infiltrant le muscle, il faut rechercher des signes d'extension loco-régionale ou à distance par un examen clinique général et urologique complet. J'insiste sur le mot complet. Donc, on va procéder par un toucher pelvien, le toucher rectal et le toucher chez l'homme et la femme et le toucher vaginal chez la femme. On peut tomber sur un blindage pelvien. Chose qu'on a vu la dernière fois, c'est quoi le blindage pelvien? C'est une tumeur qui est dure, qui va rendre toutes les structures palpées par le toucher rectal très dures. Ça, c'est ce qu'on appelle le blindage pelvien. La palpation abdominale et lombaire, on peut tomber sur une masse hypogastrique, juste au-dessus de la symphyse pubienne, ou des douleurs lombaires par obstruction urétérale, engendrant une urétérohydronéphrose. Des signes d'anémie chronique, une pâleur cutanéo-muqueuse, une polypnie, une asthénie, le patient est pâle, il vous dit je me fatigue au moindre effort, même à la marche rapide, tout ça, ça fait évoquer des signes d'anémie chronique. Donc ça, c'est toujours l'examen physique. Après mon examen physique, donc c'est un patient qui est venu chez moi, dans un des 4 cas, d'accord, j'ai fait mon interrogatoire, j'ai fait mon examen physique, que dois-je faire par la suite? Bon, là, c'est une image d'un toucher rectal. Quand vous voyez, on arrive à palper la prostate, et bien sûr, on va essayer de palper le plancher vésical. À ce moment-là, s'il y a une tumeur qui a atteint cette partie-là, la vessie sera dure. C'est ce qu'on appelle le blindage pelvien. Donc, une fois qu'on a fait notre interrogatoire, notre examen physique, on va procéder aux examens complémentaires. On commence par quoi? On commence par la cytologie urinaire, chose qu'on ne fait pas habituellement. Mais ça, c'est ce que décrit la littérature. C'est la démarche diagnostique proprement dite. C'est quoi la cytologie urinaire? On va demander au patient d'uriner dans un pot le matin. Ça sera la première mission, parce qu'il faut un certain temps de contact entre ses urines et la vessie. Ce pot à urine, on va l'adresser à l'anatomopathologiste. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher des cellules tumorales qui seraient résultantes de la desquamation de cette tumeur. Donc, on peut tomber sur des cellules tumorales à la cytologie urinaire, mais uniquement dans le haut grade, si c'est une tumeur qui est très agressive, qui est de haut grade. Donc, c'est un examen de référence pour la détection et la surveillance des TVNI, DVINM, ça veut dire non infiltrant le muscle, notamment de haut grade. Le deuxième examen qui est capital, c'est l'échographie suspubienne. Il faut savoir qu'elle détecte les tumeurs polypoïdes supérieures à 5 mm, inférieures à 5 mm, et les tumeurs planes, on a des difficultés à les détecter à l'échographie. Donc, elle fait le diagnostic différentiel avec un caillot sanguin, d'accord? Elle est normale. Si elle est normale, elle n'élimine pas le diagnostic parce qu'elle a ses limites. C'est les tumeurs planes, c'est les tumeurs inférieures à 5 mm. On peut procéder à une échographie endorectale si le patient est obèse ou si la vessie est vide. Là, c'est l'image caractéristique de la vessie par une sonde suspubienne. C'est ce que vous voyez là. Ça, c'est une tumeur de vessie. C'est un aspect de chou-fleur. D'accord? C'est une tumeur de vessie. Par la suite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme examen complémentaire? On a la cystoscopie, voire la RTUV. La RTUV, c'est la résection transurétrale de vessie. Il faut savoir que la cystoscopie peut se faire seule à travers un cystoscope qui est celui-là. C'est un cystoscope souple. C'est un dispositif doté d'une caméra qu'on introduit par voie naturelle jusqu'à la vessie et qui nous permet de faire le diagnostic d'une tumeur de vessie, même si elle est plane et qu'elle est invisible à l'échographie. Parfois, on saute cette étape de cystoscopie, on réalise directement la RTUV. La RTUV, quant à elle, elle se fait par un cystoscope qui est rigide, qui est métallique. Donc, on fait la cystoscopie, qui est la première partie de la RTUV, on réalise une vision complète de la muqueuse vésicale, on détermine le siège des tumeurs et on réalise une résection. D'accord? C'est comme si on mangeait des glaces dans un grand pot. C'est ça la résection. On va réséquer la tumeur. Donc,
faire la cystoscopie si doute diagnostic persistant malgré une échographie normale. Donc, si le patient me rapporte toujours l'hématurie et que j'ai procédé à une échographie et que le radiologue me dit il n'y a pas de tumeur, je n'ai rien vu, ceci n'élimine pas parce que je garde toujours à l'esprit qu'il y a des tumeurs qui ne sont pas détectées à l'échographie. À ce moment-là, je suis en droit de faire une cystoscopie. Il n'y a pas mieux que la cystoscopie pour visualiser toute la muqueuse vésicale. En général, le patient est adressé avec échographie qui évoque la tumeur de vessie. À ce moment-là, l'étape de cystoscopie est optionnelle. Si j'ai une image comme celle-là à l'échographie, je peux passer l'étape de la cystoscopie. Elle est optionnelle. Je n'en ai plus besoin. Je peux procéder directement à la RTUV, à la résection. La résection est à la fois un geste diagnostique, parce qu'elle commence toujours par une cystoscopie, afin d'obtenir un examen anatomopathologique de la tumeur, et thérapeutique en cas de tumeur superficielle. Donc, je vais faire la cartographie de la tumeur, je vais voir la tumeur, je vais la réséquer. La réséquer pour deux raisons. D'accord? Pour affirmer le diagnostic de tumeur, parce que ces copeaux de résection, je vais les adresser à mon confrère anatomopathologiste. Il va procéder à l'étude anatomopathologique et il va me répondre. Docteur, il s'agit d'une tumeur de vessie superficielle ou profonde. Elle est superficielle si elle infiltre le muscle, elle est profonde si, ou infiltrante si elle infiltre le muscle. D'accord? Si elle n'infiltre pas, je vais me contenter de ça et je vais surveiller. Si elle infiltre, je dois continuer par la suite, chose qu'on verra un peu plus tard. Ça, c'est le cystoscope souple. Voilà comment se déroule l'examen. À la caméra, on peut voir la muqueuse vésicale, on peut déterminer d'éventuelles lésions tumorales. Et ça, c'est la résection proprement dite. Donc, quand vous voyez, c'est métallique, on introduit, on verra la tumeur, on se met face à la tumeur et on va réaliser une résection. Là, c'est une cartographie de la tumeur de vessie. Quand on rentre, la première des choses, c'est visualiser les méas, s'ils sont atteints par la tumeur ou pas, d'accord? Et on va voir, ça c'est le fond vésical, le dôme, la paroi latérale droite, la paroi latérale gauche, et ça, c'est ce qu'on appelle le trigone. Là, c'est l'image typique d'une tumeur de vessie à la cystoscopie. Et là, c'est l'anse de résection. Avec un courant électrique, on va procéder à la résection de ce bourgeon. Là, après la résection, voilà ce qu'on a. Donc, on passe de cette image-là, après résection, on aura cet aspect-là. Voilà, et ça, c'est les copeaux de résection. C'est ces copeaux-là qu'on va adresser pour études anatomopathologiques, et ça, c'est l'anse de résection. Maintenant qu'on a fait la résection, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder aux examens complémentaires, toujours. L'examen complémentaire, le premier, comme je vous ai dit, ça sera adresser ces copeaux pour l'anatomopathologiste, pour études anatomopathologiques. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Il va me répondre d'abord par le type histologique de ce qu'il a vu sur ses lames. Il va me répondre dans 90% qu'il s'agit d'un carcinome urothélial. Et de 10%, il s'agit d'autres types, comme le carcinome épidermoïde à 6%, adénocarcinome ou des carcinomes neuroendocrines ou des sarcomes. Ça, c'est des variantes histologiques. Il va me répondre aussi, il va déterminer le stade tumoral. C'est quoi le stade tumoral? C'est tumeur infiltrante ou superficielle. C'est un T1 ou un T2. C'est le seul examen anatomopathologique qui confirme le diagnostic et précise le stade de la tumeur, TA, T1 ou T2. En cas de TVIM, c'est-à-dire tumeur de vessie infiltrant le muscle, la résection ne permet pas de préciser s'il s'agit d'un stade T2 ou T3 ou T4. Seule la pièce opératoire de cystectomie permettra une stadification définitive. Pourquoi? Parce que tout simplement, à la résection, on ne va pas aller jusqu'à la graisse, on va s'arrêter au muscle. Donc, je saurai uniquement si le muscle est atteint ou pas. S'il y a atteinte de la graisse, c'est-à-dire cette tumeur a atteint les structures au-delà du muscle ou pas, il faudrait réaliser une cystectomie pour déterminer ça. C'est tout à fait normal. Il va me répondre aussi, quel est le grade tumoral? C'est quoi le grade tumoral? C'est le degré de différenciation de la tumeur de vessie. Il sert à prédire son agressivité, donc il a un intérêt pronostique. Il faut savoir que les tumeurs sont classées en tumeurs de néoplasie de faible potentiel de malignité, c'est ce qu'on appelle le bas grade, de bon pronostic, et de haut grade de malignité, c'est le mauvais pronostic. Le grade tumoral est précisé pour toutes les tumeurs, qu'elles soient tumeurs de vessie superficielle ou profonde, non infiltrant ou infiltrant le muscle. Il va me répondre le grade. Plus le grade est élevé,
plus c'est une tumeur qui a tendance à la progression et à atteindre les différentes couches de la vessie, plus le grade est bas, plus c'est une tumeur entre parenthèses gentille. Maintenant que j'ai reçu mon patient, il m'a évoqué des signes qui m'ont fait suspecter une tumeur de vessie. J'ai réalisé mon échographie. À l'échographie, je trouve un bourgeon. Après avoir trouvé ce bourgeon, je l'admets au bloc. Je réalise une RTUV, résection transurétrale de vessie. Je le fais sortir du bloc. J'envoie mes copeaux de résection à l'anapathe. L'anapathe me répond « Oui, docteur, il s'agit d'une tumeur de vessie. Infiltrante ou non infiltrante ?» Si elle est non infiltrante, je fais un traitement adjuvant. Si elle est infiltrante, à ce moment-là, je dois savoir ce qu'elle a infiltré. Est-ce qu'elle s'est contentée de la vessie, ou elle a infiltré la graisse, ou elle est carrément métastatique? Pour cela, je continue mes examens complémentaires et je fais le bilan d'extension pour classer cette tumeur. Pour les TVNIM, aucun bilan d'extension parce que je sais que la tumeur n'a pas infiltré le muscle. Donc si elle n'a pas infiltré le muscle, elle est encore localisée à la vessie, elle est limitée à la vessie, elle n'a pas procédé à l'extension hors de la vessie, donc je n'ai pas besoin d'un bilan d'extension. Je sais qu'elle n'a pas quitté la vessie. On fait un uroscanner si la localisation tumorale, à la recherche de localisation tumorale synchrone dans le haut appareil urinaire, à la recherche d'une tumeur de la voie excrétrice, c'est-à-dire du pied lent et de l'urtère. Cet examen est d'autant plus recommandé que la tumeur initiale est volumineuse et de haut grade. Si je suis devant une tumeur qui est volumineuse et qui est de haut grade, je suis en droit de réaliser un uroscanner à la recherche d'une tumeur synchrone du haut appareil urinaire. C'est ce qu'on a vu ce matin au TD de l'imagerie en urologie. Par contre, devant les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, c'est des tumeurs dont je suis certain qu'elles ont envahi le muscle. Je dois déterminer si leur envahissement se limite au muscle, à la vessie, ou elles ont quitté la vessie et elles ont été métastatiques. Pour cela, je fais un scanner thoraco-abdominopelvien, la TDM-TAP. Elle permet l'évaluation d'un éventuel retentissement sur le haut appareil urinaire. Si par exemple la tumeur a atteint les MEA et qu'elle a engendré une obstruction, elle permet aussi la recherche d'une tumeur concomitante du haut appareil, d'une tumeur de la voie excrétrice supérieure, et bien sûr l'évaluation de l'extension loco-régionale et à distance. C'est-à-dire, après la TDM-TAP, le radiologue va me répondre infiltration de la graisse, infiltration du rectum, infiltration de la prostate, infiltration des vésicules séminales, infiltration de la paroi abdominale, infiltration ou bien sûr métastatique pulmonaire, métastatique au niveau du foie. Il va répondre à toutes mes interrogations. Le dernier examen, c'est la scintigraphie osseuse. Seulement si j'ai des douleurs évocatrices de métastases osseuses. Si j'ai fait mon diagnostic de tumeur de vessie, je demande à mon patient, souffrez-vous de douleurs osseuses? Avez-vous mal aux os? S'il me dit oui, je fais une scintigraphie osseuse parce que j'ai toujours à l'esprit l'existence d'une éventuelle métastase osseuse. Donc, j'ai reçu mon patient, j'ai fait le diagnostic d'une tumeur de vessie, je l'ai réséqué. J'ai la preuve anapathe qu'il s'agit d'une tumeur. À l'anapathe, on me répond tumeur superficielle. Je suis en droit de ne pas faire de bilan d'extension, sauf si c'est une volumineuse tumeur ou de haut grade. Je recherche à l'uroscanner une tumeur concomitante du haut appareil urinaire. Pourquoi je la recherche? Parce qu'elle pourrait être la source de la tumeur de vessie. C'est une tumeur qui a migré du haut appareil urinaire vers la vessie. Maintenant, si à l'anapathe, on me répond TVIM, tumeur de vessie infiltrant le muscle, je dois connaître le statut tumoral. Je dois répondre à la question, s'agit-il d'une tumeur qui se limite à la vessie ou d'une tumeur qui a envahi les structures loco-régionales ou à distance? Pour cela, je fais la TDM thoraco-abdominopelvienne. Et si signe d'appel osseux, je fais la scintigraphie osseuse. Maintenant que j'ai fait tous ces examens, je peux classer mon malade. Je peux déterminer le statut tumoral, la classification TNM, Tumor Notes Métastase. Tumeur, ganglion, métastase. C'est cette classification que vous voyez là. Donc, ce n'est pas la peine de la détailler parce qu'il faut la connaître. Ça, c'est un schéma. C'est toute cette classification, elle est résumée dans ce schéma. Donc, c'est une tumeur superficielle qui a atteint uniquement le cornéon ou la sous-muqueuse. Ça, c'est le T1. Ça, c'est le TA et ça, c'est le T1. Là, c'est le muscle. Il est divisé schématiquement en deux portions, le muscle superficiel et le muscle profond.
Ça, c'est un T2A, c'est-à-dire ça atteint le muscle superficiel. Ça, c'est un T2B, ça atteint le muscle profond. Et là, c'est un T3. Ça veut dire ça atteint jusqu'à la graisse périvésicale ou bien sûr propagation de cette tumeur vers les autres sites. Voilà. Ça, c'est schématiquement la classification TNM. Maintenant, on va aborder le traitement. Le traitement va dépendre du stade tumoral, comme on l'a dit tout à l'heure. Le traitement, je peux être soit curatif, soit palliatif. Je peux être curatif étant toujours conservateur ou radical. Conservateur si je vais conserver cette vessie, radical si je serai appelé à ôter cette vessie, à l'enlever, à procéder à une cystectomie. Maintenant, la tumeur de vessie. On va commencer par les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle. Le traitement de référence, c'est la RTUV, la résection transurétrale de vessie, plus ou moins instillation endovésicale. C'est quoi les instillations endovésicales adjuvantes? C'est en fonction du risque de récidive et de progression. Comme vous savez, on a dit tout à l'heure que les tumeurs de vessie ont deux potentiels, la récidive et la progression. Des études ont été faites aboutissant au fait que s'il y a certaines molécules, si on fait des instillations endovésicales, c'est-à-dire je fais ma résection, après, soit dans l'immédiat en post-opératoire, soit un mois après, j'injecte certaines substances dans la vessie et je les laisse pendant 2 heures à travers une sonde vésicale. Après, je procède à un lavage. Ces instillations vont retarder les récidives et retarder aussi, empêcher la progression. Donc, on a 4 catégories de risques. Faible risque de progression et de récidive, risque intermédiaire de progression et de récidive, haut risque de récidive et de progression, et très haut risque de récidive et de progression. C'est en fonction de ce risque qu'on va procéder à des instillations post-opératoires. Donc, la RTUV, c'est quoi? Elle doit être complète et assez profonde, comme le schéma, comme la photo qu'on a vue tout à l'heure. Là, vous voyez la tumeur, on a procédé à la résection complète. On n'a pas laissé de tumeur. Donc, la RTUV doit être complète et assez profonde pour permettre l'analyse anatomopathologique du muscle vésical détrusor. Parce que si je résèque et que l'anatomopathologiste me dit « Docteur, vous n'avez pas été profond, je n'ai pas pu analyser le muscle », je ne suis pas dans la certitude que cette tumeur n'a pas atteint le muscle parce qu'on ne l'a pas vu, on ne l'a pas analysé. Donc, à ce moment-là, on dit qu'une seconde RTUV systématique dans un délai de 4 à 6 semaines est recommandée en cas de tumeur de stade T1 et ou de haut grade, parce que je risque de passer à côté d'autres lésions que je verrai dans la seconde RTUV, ou d'une tumeur volumineuse et ou multifocale, c'est-à-dire qui atteint plusieurs zones de la vessie. J'aurai le risque de passer inaperçu d'une lésion, d'être passé à côté d'une lésion, donc je fais une seconde RTUV pour vérifier, et bien sûr en cas d'absence du muscle identifié lors de la résection initiale. Je ne suis pas certain encore du stade tumoral, je dois analyser ce muscle. Donc je repars une deuxième fois, chercher le muscle pour l'analyser. Les instillations endovésicales, on va détailler un peu. Le but de ces instillations est de réduire le risque de récidive d'une tumeur de vessie non infiltrant le muscle. Si elle est multifocale, supérieure à 3 cm avec antécédent de TV et délai entre les récidives, et bien sûr de réduire le risque aussi de progression. La progression vers quoi? Vers une tumeur de vessie infiltrant le muscle, dans le cas d'une T1 de haut grade ou d'un carcinome in situ. On a 2 types d'instillation. Ça, c'est d'une manière sommaire. Ne vous encombrez pas l'esprit avec tout ça. Les 2 types d'instillation, soit la chimiothérapie intravésicale par mitomycine C, soit par l'immunothérapie par le bacille de Calmette et de Guérin. C'est le BK, c'est le fameux BCG, Immucyste l'oncotis. Pourquoi? La chimiothérapie, ça va éradiquer, si par exemple j'ai fait une résection, je fais l'instillation, cette instillation, qu'elle soit de chimiothérapie ou d'immunothérapie, elle va procéder à l'éradication des micro-lésions que j'ai laissées sans faire attention. Donc elle va être complémentaire de la résection et elle va empêcher par la suite la récidive et la progression. Maintenant, on va passer, une fois qu'on a traité, c'est bon, on sait c'est quoi le traitement d'une tumeur de vessie non infiltrant le muscle, on doit connaître comment procéder devant une tumeur de vessie infiltrant le muscle. Donc, pour les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, on a 2 types. Soit elle est non métastatique, elle est toujours confinée à la vessie, soit, malheureusement, elle a atteint les structures de voisinage et elle est devenue métastatique. Notre attitude va être différente. Donc,
En cas de tumeur de vessie non métastatique, le traitement de référence est chirurgical. À ce moment-là, je ne me contente pas de la résection, mais je dois aller ôter cette vessie. Je dois procéder à l'ablation de cette vessie. Ce sera une cystoprostatectomie totale pour les hommes. Pourquoi on va ôter aussi la prostate? Parce qu'avant, on procédait à uniquement une ablation de la vessie en laissant en place la prostate. On a remarqué par la suite qu'il y avait des récidives au niveau de la prostate. Donc, on a décidé de procéder à l'ablation des deux structures, et la vessie et la prostate pour les hommes. Et ce qu'on appelle aussi la pelvectomie antérieure pour les femmes, c'est l'exérèse en monobloc de la vessie, de l'utérus et de la paroi antérieure du vagin. Un curage ganglionnaire ilio-obturateur bilatéral est systématiquement associé au geste d'exérèse. Donc, on va aussi essayer d'emporter les ganglions satellites. Maintenant, si ce patient ou cette patiente, on sait tous que la vessie, c'est le réservoir des urines entre deux mictions. Je vais les priver de ce réservoir. Donc, j'aurai les uretères en l'air. Je ne vais pas les laisser comme ça. Je dois réaliser une dérivation urinaire. Cette dérivation urinaire peut être cutanée, à type d'urétérostomie cutanée directe ou urétérostomie cutanée transiléale de type Bricker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit je vais aboucher les deux uretères à la peau, ça c'est l'urétérostomie cutanée, de part et d'autre de l'ombilic, soit je vais utiliser une petite portion de 10 à 15 cm de l'iléon que je vais fermer d'un côté et à laquelle je vais aboucher les deux uretères pour ensuite faire ressortir l'autre bout de cette anse à la peau. Ça, c'est les dérivations urinaires cutanées. Les dérivations internes via la réalisation d'une néovessie à partir d'un segment digestif, entérocystoplastie. C'est quoi? Je vais prendre un segment de l'intestin que je vais détubuler, je vais ouvrir et que je vais coudre encore pour réaliser un petit réservoir et je vais aboucher les uretères de part et d'autre. Lui-même, je vais l'aboucher à l'urètre. C'est une dérivation interne. On va voir quelques schémas pour essayer de mieux comprendre. Là, on a ôté la vessie, donc les deux uretères seront abouchés à la peau. C'est ce qu'on appelle l'urétérostomie cutanée bilatérale. Maintenant, c'est le Bricker. C'est quoi le Bricker? C'est la petite anse iléale dont je vous ai parlé, avec son méso. J'abouche les deux uretères à un bout, et l'autre bout, il est abouché à la peau. Donc, ça donne un seul orifice de stomie. Maintenant, chez l'homme, on peut réaliser ce qu'on appelle l'entérocystoplastie. C'est quoi? C'est une anse, comme vous voyez, c'est une anse iléale que j'ai fermée de part et d'autre, à laquelle j'ai abouché les deux uretères. Elle-même, je fais un trou ici, je la communique avec l'urètre. Donc, c'est une néovessie à l'aide d'une anse iléale disposée en E, comme vous voyez, ou bien détubulée en M ou en W. Donc, je fais comme ça pour avoir un réservoir plus grand. Ça, c'est pour que vous puissiez comprendre c'est quoi une dérivation urinaire. Toujours dans le traitement des tumeurs de vessie infiltrant le muscle, on a le traitement trimodal. C'est quoi le traitement trimodal? Il repose sur 3 thérapeutiques. La première, c'est la RTUV. La deuxième, c'est la radiothérapie. Et la troisième, c'est la chimiothérapie. Quand est-ce qu'on propose ce traitement? C'est lorsqu'un patient refuse le geste de cystectomie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de nettoyer cette vessie de la tumeur, de procéder par la suite à une radiothérapie associée à une chimiothérapie. Ça a de bons résultats, mais pas aussi efficace que la chirurgie. Donc, ça, c'est dans le cadre où un patient refuse la chirurgie, où il n'est pas candidat à une chirurgie radicale. C'est-à-dire son état de santé ne lui permet pas de subir un geste lourd comme la cystoprostatectomie ou la pelvectomie antérieure chez la femme. On a aussi la chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante. Parfois, néoadjuvant, donc on a la chirurgie. Tout ce qui est néoadjuvant, c'est avant la chirurgie. Adjuvant, c'est après la chirurgie. Parfois, on fait la chimiothérapie néoadjuvante, ça va nous faciliter, si on a une volumineuse tumeur et qu'on réalise une chimiothérapie avant le geste, ça va faciliter le geste. Ça va faire diminuer le volume de la tumeur et nous aider à réaliser notre cystectomie. Ou bien sûr, une chimiothérapie adjuvante, lorsqu'on a laissé des micro-tumeurs ou lorsque l'anapathe nous répond qu'il y a des marques positives, à ce moment-là, on réalise une chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire après la chirurgie. On a aussi la cystectomie partielle, si par exemple on a un sujet jeune qui présente une petite tumeur infiltrant le muscle dans une portion mobile de la vessie isolée, où je peux
proposer une cystectomie partielle. J'enlève uniquement la zone qui est atteinte et j'épargne le reste de la vessie, au risque d'une récidive, bien sûr. On a aussi le traitement palliatif. C'est quoi? C'est la radiothérapie seule. C'est les patients âgés qui saignent abondamment. La RTUV itérative, c'est-à-dire je sais que c'est une tumeur qui est infiltrante, mais à chaque fois qu'elle récidive, je réalise des résections pour diminuer le saignement. Ou bien une chirurgie palliative. C'est quoi? C'est la cystectomie palliative ou l'urétérostomie ou la néphrostomie. Lorsque des patients saignent abondamment, qui présentent des caillotages sanguins avec insuffisance rénale et tout, on va essayer de les soulager. On va faire une cystectomie, ce qu'on appelle de propreté, pour que la vessie arrête de saigner et qu'on préserve le capital d'hémoglobine. Ou urétérostomie, si la tumeur a envahi les méas et qu'elle a engendré une obstruction, on fait une urétérostomie ou bien une néphrostomie. Maintenant, les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, mais métastatiques. C'est des tumeurs diagnostiquées au stade de métastase. Le patient souffre de métastase. Qu'est-ce qu'on peut proposer chez ce patient? Malheureusement, on ne fait référence qu'à une chimiothérapie à base de sel de platine. Il a dépassé le stade de chirurgie. On n'opère pas des tumeurs métastatiques, sauf si elles saignent abondamment. C'est ce qu'on appelle le traitement palliatif, comme je viens de le décrire. Maintenant, ce patient qui est venu chez moi et à qui j'ai proposé un traitement en fonction qu'elle soit une tumeur de vessie infiltrante ou superficielle, je ne vais pas le lâcher dans la nature, je dois le surveiller. Pourquoi le surveiller? Tout simplement parce qu'on a dit un peu plus haut qu'il s'agit d'une tumeur qui a deux potentiels, la récidive et la progression. Je dois guetter ces deux potentiels. Comment? Donc, pour les tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle, l'objectif de ce suivi est de dépister les récidives et prévenir la progression. Pour cela, nous allons procéder à des contrôles endoscopiques réguliers, fait de la cystoscopie, associée à des cytologies urinaires. Et bien sûr, un uroscanner par 2 ans à la recherche d'une éventuelle tumeur de la voie excrétrice. Ça, c'est en matière de tumeur de vessie non infiltrante le muscle. Je dois réaliser au début des cystoscopies chaque 3 mois. Et si au bout d'une année, je ne trouve pas de tumeur, je peux espacer, je peux passer à 6 mois, ainsi de suite. Maintenant, pour les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, le suivi, il est double. Il est oncologique, c'est-à-dire je dois guetter la tumeur. Objectif, dépister et traiter précocement une récidive locale ou l'apparition d'une métastase. L'examen clinique comporte notamment la palpation abdominale et les touchés pelviens à la recherche d'une masse. Le suivi paraclinique repose sur la TDM thoraco-abdominopelvienne à la recherche de l'apparition d'adénopathie ou de métastases viscérales ou osseuses. Ça, c'est en matière d'oncologie, à la recherche d'une tumeur. Et bien sûr, c'est un patient chez qui j'ai réalisé une ablation du réservoir, que j'ai modifié sa physiologie, chez qui j'ai procédé, entre parenthèses, à une agression. D'accord? Donc, je dois assurer un suivi fonctionnel. Son objectif est d'apprécier le bon fonctionnement de l'appareil urinaire, de dispositif de dérivation que j'ai mis en place. Donc, évaluation objective de la diurèse. Je demande au patient combien vous buvez et combien vous urinez. Du dosage de la créatinémie. Est-ce que ces reins ne souffrent pas de cette nouvelle dérivation? Et de la morphologie du appareil urinaire à l'aide de l'imagerie, l'uroscanner. Donc, le suivi en matière de tumeur de vessie infiltrant le muscle, il est double. Il est oncologique, à la recherche d'une récidive ou de l'apparition de métastases. Et il est fonctionnel pour apprécier le fonctionnement et la démarche devant cette dérivation urinaire. En conclusion, sachez qu'une hématurie est une tumeur de vessie jusqu'à preuve du contraire, surtout si, à l'interrogatoire, j'ai des facteurs de risque. La principale caractéristique, ou les principales caractéristiques, c'est la récidive et la progression. C'est des tumeurs qui récidivent dans le temps et qui risquent de progresser, qui risquent d'être infiltrantes en profondeur. Le pronostic et le traitement dépendent du grade tumoral essentiellement. C'est quoi le grade tumoral? C'est haut grade, bas grade, et du stade tumoral. La surveillance étroite est nécessaire afin de dépister précocement les récidives et d'éviter la progression. La suppression des facteurs de risque est aussi importante pour diminuer les récidives. Là, c'est les références bibliographiques qui m'ont permis de réaliser cette présentation. Vous avez en bas mon adresse email en cas de besoin, en cas où vous n'avez pas compris certaines choses. Et bien sûr, sachez qu'il n'y a pas de questions bêtes, seulement des réponses bêtes. Albert Einstein l'a dit,
Ah, donc, à vos questions, vous pouvez écrire vos questions sur le côté. Je suis disposé à y répondre. Merci, docteur. Je vous remercie. Donc, s'il n'y a pas de questions, je me dirais que vous avez tout compris. Il y en a une déjà, docteur. Je ne vois pas. J'y ai pas accès. Est-ce qu'il y a une incontinence urinaire après une chirurgie avec réservoir iliaque? Bien sûr. Parce que, pourquoi? La continence urinaire, elle est assurée par le sphincter. Et en ôtant la vessie et la prostate, j'ai ôté le sphincter. Par contre, il y a des dérivations urinaires que je n'ai pas évoquées, c'est les dérivations continentes et semi-continentes. C'est quoi la dérivation urinaire continente? On va utiliser l'appendice. D'accord? L'appendice. Qu'on va aboucher à la peau. Et en l'abouchant à la peau, sa lumière va être collabée. Donc, ça sera une continence. Et pour vider le réservoir, on va procéder au cathétérisme par une sonde de ce